Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Héros ont du talent, une émission réalisée sous l'impulsion du Conseil scientifique de l'éducation nationale. L'idée, très simple, consiste à passer quelques instants de bonheur et d'optimisme avec une très grande personnalité d'aujourd'hui, mais une personnalité choisie parce qu'à un moment ou un autre de son enfance, on lui a dit, ou elle a cru, qu'elle était un zéro. Tu es un zéro, tu es nul, tu ne feras jamais rien de ta vie. Et notre idée, c'est de dérouler la pellicule en marche avant, d'aller voir quelques décennies plus tard et de se rendre compte, bien évidemment, que toutes ces formules sont dépourvues de tout fondement. Nos zéros sont tous devenus des héros, épanouis, pleins de talent et aussi des acteurs sociaux engagés qui ont envie de rendre à la société ce qu'elle leur a donné. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir la violoniste Zhang Zhang, membre de l'orchestre de la Principauté de Monaco, violon solo de l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, où nous nous trouvons aujourd'hui. Bienvenue, Zhang. Et tu es l'autrice d'une super biographie que j'ai ici, La Voix de l'Archer, parue aux éditions Fayard, dans lequel tu racontes un parcours de vie absolument stupéfiant, émouvant, depuis la Chine de Mao jusqu'à la Principauté de Monaco, avec en toile de fond le dénuement absolu, la pauvreté, l'émigration, le désespoir aussi parfois d'une enfant qui est battue par son père. Tu vas nous en parler. Et pour commencer, ton livre commence par une fable à propos des dragons. Et tu écris « Les dragons de l'Est ne naissent pas dragons, ils doivent le devenir ». Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette métaphore du dragon ? C'est une légende dans notre civilisation en Chine que les dragons, à naissance, c'est une petite créature aquatique, minuscule, fragile. Il faut attendre beaucoup d'années, avoir beaucoup de patience, résilience pour devenir un dragon un jour. C'est pas du tout la vision qu'on a du dragon. 3000 ans. Oui. 3000 ans. Donc c'est beaucoup de changements, beaucoup d'épreuves aussi. Donc moi j'ai utilisé ces légendes au début de mon livre pour parler aussi, je pense que chacun entre nous, nous avons la possibilité de devenir des dragons. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui faisait de toi un zéro au début de la vie ? Bon, déjà, on m'a toujours dit, notamment mon père, soi-disant c'est pour me motiver, pour travailler mieux mon violon. C'est un style d'éducation que moi je préfère de dire plutôt un dressage qu'un enseignement. Et le fait que j'étais un enfant migrant, j'étais déracinée de chez moi. Avant de l'âge de 10 ans, on a passé dans plusieurs pays. Donc il y avait beaucoup de changements de pays, de langage. Donc pendant très longtemps, je me sentais, j'avais pas ma place en société. J'avais pas ma place, j'étais pas à l'école. J'étais très peu à l'école. Quelques mois ici, quelques mois là-bas. Donc je me sentais exclue par rapport aux autres enfants de mon âge, et en plus à la maison, mon père qui était très dur, on peut dire abusif. Donc évidemment, c'est pas unique. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants partout dans le monde qui subissent un peu la même chose. Et souvent, c'est des parents qui eux-mêmes qui n'ont pas trouvé leur place dans la société. Et donc souvent, les enfants servaient comme de boucs émissaires. Donc j'ai envie aussi, par ces livres, d'encourager des autres personnes qui ont peut-être vécu la même chose que moi, ou peut-être les enfants qui sont en train de vivre ça, de dire qu'il faut avoir confiance en soi. Un jour, tout sera grand. Et un jour, tu peux être un héros ou une héroïne. Tu es devenue grande violoniste, violon solo, on l'a dit ici à l'Opéra Royal, mais aussi philanthrope, fondatrice de Django Music, une organisation non gouvernementale qui essaye d'aider par le biais de concerts, différentes organisations. Alors on va parler de tout ça, mais je voudrais donc rembobiner le film au tout début. Tu es né dans la Chine de Mao. Comment on fait pour vivre dans 9 mètres carrés, puisque c'était le cas, c'est ce que j'ai découvert dans ton livre. Je me demande aussi aujourd'hui. Avec 4 personnes. Quand je suis née, mes parents
même célèbres comme artistes. Mon père était le violoniste de l'orchestre de Madame Mao. Ma maman était une actrice connue, cinéma et pianiste. Mais politiquement, notre famille était vraiment en bas de l'échelle. Parce qu'à l'époque, pendant la révolution culturelle, toutes les populations chinoises étaient divisées en 10 catégories. 5 bons, 5 mauvais. Donc nous, on était dans les mauvaises catégories. Donc la maison que nous avait été donnée par l'État, c'était une pièce de 9 mètres carrés. Et avec mes parents, mon petit frère, et on a un piano en plus. Donc, même aujourd'hui, j'ai mal à imaginer comment on a vécu. Mais à l'époque, c'était un peu normal pour moi. Ça, c'est la maison. J'ai lu que vous aviez aussi même du mal à manger, tout simplement, que les œufs, par exemple, étaient rationnés. Tout le monde parlait des œufs. À l'époque, c'est un peu comme en Europe après la guerre. Toutes les nourritures, toutes les ressources étaient rationnées. Il faut avoir des coupons, des tickets pour non seulement l'argent pour acheter des aliments. Donc les œufs, plus ou moins entre 10 ou 15, c'est pas le poids, hein, par mois, par famille. Par mois et par famille. Voilà. Donc pour nous, quand on était petits, on aura un œuf entière, soit quand on est malade, ou soit c'est l'anniversaire. Donc même aujourd'hui, dans mon frigo, souvent c'est vide. J'ai toujours du thé et des œufs. Parce que pour moi, c'est quelque part émotionnel. Quand je ouvre mes frigos, si je vois j'ai pas des œufs, je me sens un peu stressée. Et quand je vois il y a des œufs, même s'il n'y a rien d'autre, je me sens rassurée. Donc je pense que ça date de ces enfances, de dire que les œufs sont précieux. Et un des grands thèmes de ton livre, c'est le thème de l'émigration, de l'immigration. Ta famille est obligée de quitter la Chine, en laissant ton frère derrière d'ailleurs. Comment on se sent dans ce moment-là et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux enfants qui aujourd'hui, peut-être venant d'Ukraine ou venant d'Afrique, passent par un parcours similaire d'émigration? J'ai envie de dire d'abord que personne dans ce monde vont quitter le maison, le racine, le famille, le culture, s'ils vivent bien chez eux. Ça, il faut comprendre que voilà, les immigrations, les gens comme nous, ou aujourd'hui les migrants, les réfugiés, c'est parce que soit il y a la guerre ou vraiment la grande pauvreté. Donc les gens qui voyagent, qui laissent derrière toute leur identité, leur culture, leur civilisation, le proche, c'est un choix très très difficile. À l'époque, mon père voulait partir parce qu'il était persécuté par Madame Mao, il était emprisonné. Donc dès le début de l'ouverture, mon père, il avait une ambition et aussi il a une certaine naïveté de penser que dès qu'on franchit les frontières, tout va bien. Je pense que j'ai souvent imaginé, quand le mur de Berlin a chuté, je m'imagine, est-ce que les personnes qui sont de côté l'Est, est-ce qu'ils imaginent que dès qu'il n'y a plus ces murs, la vie va tout de suite beaucoup mieux? Parce qu'il y a une certaine naïveté aussi, parce qu'à l'époque en Chine, on était coupé du monde, surtout le monde occidental. Donc je crois que mon père a pensé que si on arrive à partir, ça va être facile. Et bien sûr, les choses ne sont pas si faciles. Non. Et aussi à l'époque, le gouvernement, c'est très bien les personnes comme mes parents, si on laisse partir, même si pour 3 mois, ils vont rester dehors. Donc ils ont dit, bon, alors choisissez entre vos enfants. Et donc, laisser un enfant derrière vous, en otage en quelque sorte. À l'époque, c'était ça. Voilà, donc mon père a choisi que ça doit être moi, pas par préférence, ça j'explique dans le livre, c'est parce que moi j'étais plus utile pour lui. Et c'était un déchirement pour notre famille et je vois que même si quelques années après, mon frère a pu sortir, mais ces enfants se séparaient pour ces raisons, parce qu'à l'époque, quand on est sorti, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut se revoir, ce n'est pas une vacance. Donc c'est inconnu donc, de laisser ce petit garçon tout seul, même si c'est avec des autres familles, donc je pense que ça nous a marqué pour la vie. Et c'est pour ça aussi, je vois aujourd'hui, on voit beaucoup d'images de tous ces réfugiés et migrants, parfois arrivés en bateau, en grande dangerosité, et avec des enfants. Donc je dis, tous ces gens aussi sont laissés des proches d'ailleurs. Et je pense qu'il faut comprendre que c'est vraiment une choix de désespération. Et pour les enfants qui sont arrivés, comme moi, peut-être... ou qui naissent dans les familles immigrées. Je pense que ça peut être une richesse, même si parfois ça peut être difficile, pour apprendre déjà la langue et aussi la culture. Moi, je pense que ça aussi, moi j'ai eu la chance, quelque part, de rencontrer des personnes bienveillantes, accueillantes, dans des autres
pays, de plusieurs pays, mais aussi j'ai été confrontée par le racisme, bien sûr, la discrimination, non seulement raciale, mais aussi, à cette époque, les gens, surtout dans l'Asie du Sud-Est, ils ont un grand mépris par rapport aux gens qui sortent des pays communistes. Donc il y avait ça aussi. Aujourd'hui, non, parce que les Chinois voyagent librement, mais à l'époque, il y avait ça, et donc aussi la pauvreté. Donc il y avait la pauvreté, l'émigration, et un des grands thèmes de ton livre aussi, c'est la scolarité difficile. Tu es allé très peu à l'école finalement, un tout petit peu au début, et puis ensuite ton père t'a retiré de l'école et a refusé que tu ailles à l'école, a même déchiré tes livres. Pourquoi ? Quel était le raisonnement et quel effet ça a eu aussi sur le reste de ta vie ? Dans le livre, j'ai commencé, dois dire que j'ai commencé à lire avant le marché. Je sais que ça, c'est pas un miracle, parce qu'avec les idéogrammes, c'est plus facile. C'est pas comme en France. Je sais que l'Éducation nationale, vous avez mis beaucoup d'efforts sur la lecture, donc justement l'alphabet ou aussi l'orthographe. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué pour les enfants. Moi, je sais, parce que j'ai essayé d'apprendre français aussi. Mais en chinois, pour un enfant de tout jeune âge, d'apprendre l'idéogramme, c'est comme c'est tout à fait accessible. Donc, j'ai vu, oui, que tu avais commencé à lire même le Comte de Monte Cristo à l'âge de 5 ans ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas tout compris. Ça t'a donné un vocabulaire et aussi une envie peut-être de la France dès le départ. Ça veut dire que mon premier contact avec la France, c'est le Comte de Monte Cristo. Donc j'ai quand même eu une très belle image de la France, de Paris, de Marseille, Fontainebleau. Une Rome. image un petit peu idéalisée quand même si ici au théâtre de là, Versailles on a l'impression d'être dans le Comte de Monte Cristo. Les livres, c'est un moyen de voyage aussi. Parce qu'à l'époque, c'était la fin de la Révolution culturelle, nous n'avons pas de télévision, nous n'avons pas de contact avec le monde extérieur. Donc pas les livres, aussi Jules Verne, j'ai lu un peu de Jules Verne aussi. Donc j'ai imaginé la France de 1976. C'est toujours pareil, comme la France d'Alexandre Dumas. Donc, j'étais un peu déçue. J'ai découvert, mais c'est-à-dire que ça, c'était pour moi, ça m'a donné l'envie et la curiosité de découvrir les autres pays. Donc, mais ton père, puisqu'il faut quand même qu'on parle des choses difficiles, et ton livre a des moments extrêmement émouvants et durs, ton père, à un moment, te retire les livres, déchire les livres et dit non, tu feras du violon, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Ça veut dire que tu feras du violon. Pour lui, il pense que vu que je savais lire déjà, même avant l'âge de 2-3 ans, donc pour lui, ça suffit. Donc la mathématique, les sciences, d'autres choses, pour lui, c'est pas utile. Parce que de toute façon, je serai un violoniste à son service. Et à partir de là, l'éducation ressemble plutôt à du dressage. Ça veut dire que moi, je n'ai pas le droit d'aller à l'école comme les autres enfants. Donc ça, pour moi, c'est une sorte d'exclusion. Parce que tout le matin, je vois les autres enfants aller à l'école. Et moi, je reste à la maison. Mon père a dit, tu vas travailler 4 heures de violon, tu vas travailler tes gammes. Donc, je pense que les enfants, surtout à cet âge-là, on veut être avec des autres. Je ne sais pas, vous êtes scientifique, peut-être me dire que les êtres humains, on est social par nature. Donc, ces solitudes forcées, même si j'étais toujours en Chine, déjà, j'étais différent que les autres enfants. Et que, oui, mon père, j'avais une boîte de chaussures sur le lit que je gardais quelques livres qu'on m'a donnés. Donc, ça, c'est mes trésors. Donc, un jour, mon père, parce qu'il se trouve que je n'ai pas travaillé bien mes exercices de main gauche ou main droite, je ne sais pas, donc il a sorti la boîte. Il a déchiré mes livres. Et ça, c'était un acte très violent, même s'il était souvent violent. Mais là, le fait qu'il a détruit mes livres, ça veut dire qu'il a détruit mes sources de confort et des sources d'imagination, mon monde intérieur. Et ça, pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Donc, c'est pour montrer que, oui, il me frappe régulièrement. Mais ça, quelque part, j'étais habituée. Mais les livres, pour moi, c'est que ça veut dire qu'il veut couper les contacts avec le monde extérieur et intérieur. Je crois que c'est un premier message qui est extrêmement fort dans ton livre, c'est on se retrouve dans la peau de cet enfant battu que tu étais, et c'est un premier message, à mon avis, très fort aussi pour l'éducation nationale et pour nous tous. Il ne faut pas oublier que quand on croise des enfants, il y a une probabilité non négligeable,
très forte en réalité que ces enfants aient des difficultés dans la famille. Et parfois, ça va jusqu'à l'inceste ou le fait d'être battu. Oui. Et on ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose d'absolument terrible auquel on doit penser lorsqu'on croise le regard d'un enfant qui est en détresse. Oui. Mais alors, il y a un autre thème dans ton livre qui est dur aussi, et je crois qu'il faut qu'on parle de ces choses un petit peu dures, c'est le harcèlement scolaire, qui est aussi en ce moment très discuté à l'éducation nationale en France. Quand les rares fois où tu vas à l'école, par exemple en Thaïlande, tu te retrouves très différente des autres, très pauvre alors que les autres sont beaucoup mieux habillés et riches. Tu te retrouves aussi plus âgé parce que tu ne maîtrises pas la langue. Et là, tu te fais harceler. Pas en Thaïlande, parce que moi j'étais mis avec les enfants dans le maternel, donc ils ont été plutôt sympathiques avec moi. En Oui, mais il y avait un Thaïlande, décalage. ça veut dire qu'en Thaïlande, c'est par les familles de cousins de ma mère qui me dit que voilà, tu peux passer quelques mois dans l'école exclusive, c'est une école privée, pour apprendre le thaïlandais. D'accord. Donc tous les enfants étaient en uniforme. Là, c'est en Thaïlande, ils ont toujours... et le fait que moi, je suis qu'un étudiant temporaire, j'habillais en civil. Donc déjà, c'est fait que visuellement, j'étais différent que les autres. Ça m'a fait du mal, même si mes petits camarades, ils ont été plus contents. Ils disent « Ah, comment ça se fait que tu peux habiller en robe de chez toi et nous, on n'a pas le droit ?» Donc pour eux, c'était plutôt nouveau. Et le fait que tout le monde arrivait avec chauffeur, Mercedes, et moi, je suis arrivée sur le dos de vélo de mon père. Donc pour moi, c'était parce que jusqu'en Chine, tout le monde était plus ou moins pauvre. Mais là, c'était la première confrontation avec le capitalisme. Donc pour moi, c'était différent. D'être différent, pour moi, c'était pas une bonne chose. Je voulais être comme les autres. Les harcèlements scolaires, ça c'était au Canada pendant 1 an. J'étais à l'école, plus ou moins. Et ça, c'était dans le quartier de Toronto. Moi, je trouve que les systèmes d'éducation au Canada, c'était très bien. Parce que pour les enfants immigrés qui viennent d'arriver, ils ont des classes que pour eux, pour apprendre l'anglais. English as second language. Donc, le moment que l'élève a eu le niveau pour suivre les autres cours, on va dans les classes. Et pour moi, c'est la première fois que j'étais confrontée avec des enfants, on a 12 ou 13 ans de mon âge. Et il y avait une certaine violence parce que j'étais différente. Je me souviens, je connais pas les chansons de Michael Jackson et Boy George. Je connais même pas qui c'est. J'étais une musicienne classique. Donc ça, ils ont dit mais elle connaît rien, elle est stupide. Je connais pas des règles de baseball. Je me fais perdre mon équipe, donc ça aussi. Donc je pense que ces deux enfants n'ont pas nécessairement méchants, mais ils n'ont pas été éduqués encore d'être bienveillants vers les enfants qui sont différents. Donc je pense que, évidemment, je suis aussi tous ces cas de harcèlement, parfois j'allais jusqu'à la tragédie. Comment on peut aider les enfants et aussi, non seulement le harceler, évidemment, il faut le protéger, mais aussi éduquer les harceleurs. Absolument. Pourquoi les enfants ont eu ces instincts de maltraiter les enfants qui sont différents. C'est un phénomène collectif, voilà. Et il faut le traiter comme tel. C'est un phénomène de meute, oui. Parce que moi je vois ça sur les réseaux sociaux aussi. Et parfois, individuellement, je pense que si on peut parler un à un, les gens sont sympas. Mais quand il y a un effet de groupe, je pense que les gens réagissent différemment. Et moi j'ai vécu ça très peu, mais j'ai vécu ça tous les jours, pendant presque 1 an au Canada. Et notamment, je parle dans le livre, il y a un garçon qui s'appelle Patrick, je me souviens son nom, il était battu tous les jours. Et on était toujours côte à côte parce que personne ne veut être avec nous. Nous sommes toujours les derniers choisis dans l'équipe parce qu'on est des nuls, on est de poulets, plus nuls, plus... Je veux dire, tous les... Ensuite, moi, au moins, les filles étaient violentes, mais pas physiquement parce qu'ils ont vu que j'ai peur de eux. Donc, ils ont rigolé, mais ils m'ont craché, voilà. Donc, Maintenant, j'ai dit, mais comment ça se fait que dans une société plutôt, en plus Canada, c'est un pays d'immigration, donc tout le monde vient de quelque part. Mais il y avait ces instincts de traiter celles qui sont pas comme nous avec suspicion. Voilà. Mais je crois on a maintenant des programmes, et c'est très intéressant. C'est très important. Pour arriver à contrebalancer cet instinct de la meute que tu décris. Hein. Et on peut tout à fait éduquer les enfants à la sociabilisation. C'est intéressant parce que, par exemple, au Danemark, il y a de grands programmes. En fait, ils considèrent que l'éducation, ça n'est pas seulement apprendre à lire, apprendre à calculer, à faire des mathématiques, qui sont évidemment très importants, mais peut-être plus qu'en France, ils s'intéressent aussi à la sociabilisation des enfants. Et
éduquer les enfants à faire attention à l'état d'esprit des autres, aux différences aussi entre les enfants. Donc c'est aussi une forme de lutte contre le racisme. Je sais que ça, c'est aussi un thème qui te tient beaucoup à cœur. Oui, je pense que pendant le Covid, on a vu que beaucoup de personnes d'origine asiatique qui subit même moi-même. Je me souviens, j'étais à Nice avec une amie chinoise aussi. On était dans la rue, dans un quartier plutôt chic. Il y avait deux vieilles dames très chic avec le chien, et il y avait une qui nous avait pointé les doigts et a dit dégage de Corona. Ah oui, parce que Ça me c'était fait le rire. virus chinois. Voilà. Ouais. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les jeunes personnes, qui ont beaucoup souffert de ça. À l'école, d'être dire que c'est à cause de vous, le Covid est arrivé. Donc, je pense que moi, je pense que tous les enfants, dans leur nature, moi je dis toujours, tous les enfants sont musicaux. Dans la nature, il y a la bienveillance, il y a l'amour, parce que ça, c'est dans notre nature. Et peut-être aussi, il faut passer le temps de regarder les enfants qui essaient de faire mal aux autres. Peut-être eux aussi, ils souffrent à la maison. Et aussi pour voir aussi par rapport le background, le parent. Par exemple, moi, j'étais un enfant battu. Évidemment, je n'étais pas violent vis-à-vis des autres enfants. Mais peut-être ça peut tourner aussi. Il y a des enfants qui... Moi, j'ai des amis qui me disent que dans le maternel de le petit, il y avait une petite fille, 3 ans, qui mord tout le monde, qui est agressif, 3 ans. Oui, mais ça peut Et ils ont s'adresser par une approche découvert que, collective. en fait, les parents étaient violents entre... Voilà. Donc ça, je pense que... moi, je sais que c'est quand il y a des tragédies, quand on voit que les enfants sont même mis fin de leur vie, c'est horrible pour un enfant qui perd espoir comme ça. Évidemment, les autres qui a poussé vers ça, il faut être condamné et puni aussi. Mais peut-être, avant d'arriver à ça, comment on peut aussi de faire parler aussi les gens qui souffrent, les victimes. Moi, je pense que ça aussi, j'ai mis un peu toutes ces expériences. J'ai envie de dire aussi les autres qui ont subi ça dans leur jeunesse, parce que ça nous marque. Parce que maintenant, je me souviens encore. C'est frisson dans le vestiaire, parce qu'à cause de moi, je n'ai pas compris, les filles m'ont dit c'est à cause de toi, on a perdu, ils sont venus vers moi comme ça. Donc j'ai eu peur. Je dois dire que quand on lit ton livre, on frissonne avec toi. C'est un livre où on est vraiment les émotions. Et alors, il faut qu'on parle un petit peu aussi, je pense, des aspects extrêmement optimistes du message que tu as dans ce livre. On peut s'en sortir, même quand on est né dans la pauvreté, même quand on a migré à travers 4 pays ou 5 pays. Comment la pédagogie de la musique porte un message pour notre école aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur positive que l'on pourrait emprunter pour l'éducation nationale? Je crois que dans votre livre, Apprendre, je pense qu'il y avait beaucoup de points communs avec l'apprentissage de musique, l'instrument de musique. J'en ai parlé un petit peu, voilà. effectivement. Et ça, c'est génial parce qu'en fait... malgré le fait que moi j'ai eu une éducation musicale particulière au début avec mon père, mais moi, je pense qu'en général, l'apprentissage d'un instrument ou un chant, c'est très très positif pour tous les enfants. Mais pas que musique classique, ça peut être d'autres styles de musique. Parce que maîtriser un instrument, ça prend du temps. On ne peut pas arriver tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes et les enfants sont très habiles avec toutes les technologies d'aujourd'hui. Donc clic, 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 tout marche. Et moi, je suis souvent impressionnée par la dextérité et la virtuosité des jeunes. Mais ça n'est pas comme ça. Ça, c'est slow tech, old tech. Ça veut dire qu'apprendre un instrument comme le violon ou le piano ou d'autres instruments, il faut travailler un peu tous les jours. Et ce n'est pas 1 mois ou 2 mois, c'est peut-être 6 mois ou 7 mois, mais il faut avoir la patience. C'est ça la résilience, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses dans la vie, on ne peut pas arriver tout de suite, mais ça vaut la peine. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que tu penses qu'on n'est pas doué au départ, magiquement, pour la musique. On le devient, c'est ce que tu disais sur le dragon au départ. Et ça rejoint quelque chose de très intéressant dans la recherche contemporaine. Il y a 2 visions de l'apprentissage qui s'opposent. Il y en a une qui dit les enfants sont doués ou pas doués, et si tu es doué, tu vas y arriver. Si tu n'es pas doué, c'est même pas la peine d'essayer. C'est discrimination, ça. Et c'est faux. Et non seulement c'est faux, mais ça a un effet négatif sur les enfants. Et la bonne vision, c'est la vision de l'effort. C'est-à-dire que c'est normal de devoir faire des efforts. L'apprentissage ne vient pas tout de suite, mais ça viendra normalement. Et tout le monde, dans une large mesure, peut y arriver en faisant des efforts et en y revenant tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, je crois que c'est la pédagogie qui est véhiculée par l'apprentissage de la musique. Ça dépend, parce que moi, j'ai eu de grande chance de rencontrer mon maître, Sergio Luca, à l'âge de 18 ans.
qui avait une vision pour enseigner, parce qu'à ce niveau-là, on était tous des professionnels déjà. À l'Université de Rice, je parlais de ça, c'était une exception que je rentrais dans Rice, c'est que normalement dans la musique classique, souvent dans le monde entier, les maîtres de haut niveau, les élèves souvent sont des copies d'eux-mêmes. Plus ou moins, ça dépend des talents de chacun, mais mon maître, il ne voit pas ça. Il dit, moi je suis là pour enseigner la musique. Ils ont essayé de nous aider à devenir nous-mêmes. Donc dans son classe, c'est-à-dire classe, studio, tout le monde jouait très différemment. Que quand on écoutait les concerts des autres professeurs, plus ou moins c'est le même style, on dit voilà, ça c'est des élèves de professeur tel et tel, et professeur Sergio Luca, chacun est différent. Donc ça, je trouve qu'il faut beaucoup de sagesse et aussi beaucoup de, de confiance. Parce que lui, ce n'est pas le résultat, le concours. Lui, il veut qu'on ait devenu les personnes qu'on devait devenir. Et c'est aussi beaucoup d'attention à l'individualité de chaque enfant et de confiance dans la diversité des trajectoires, parce que tous les enfants ne sont pas identiques et ils peuvent avoir des trajectoires extrêmement différentes. Évidemment, il faut avoir des notes. Moi, je trouve ça, c'est important. C'est pas genre, Moi, je pense qu'il y a aussi, aujourd'hui, dans la musique, aussi peut-être dans l'école, de dire que tout le monde est gagnant. Tout le monde est bien. Même si on ne fait pas des efforts, c'est bien. Il ne faut pas stresser les enfants. Ce n'est pas le stress. Je pense qu'il faut encourager les enfants, parce que moi aussi, j'ai vu que certains parents qui disent que nous, nos enfants, on n'oblige rien. Mais parfois, il faut pousser, pas comme mon père a fait, mais un peu, d'encourager, de dire oui, ça c'est difficile, comme pour le violon. Bon, on continue encore un mois, on verra. Parce qu'il faut que les enfants voient qu'il y a une relation entre les efforts et le résultat. Mais ça, comme apprentissage violent ou peut-être apprentissage de maths ou d'autres choses, c'est pas tout de suite. Je crois que le mot-clé, là, c'est exigence pour l'effort, mais bienveillance. Oui, pour les erreurs. Et puis, tolérance à l'erreur. Oui, c'est important. J'essaie d'expliquer dans mes livres que l'erreur, c'est inévitable. On ne peut pas apprendre sans faire d'erreur. Et en musique, c'est évident. Personne ne s'attend à ce que quelqu'un joue immédiatement un concerto de Mozart. Je cite un exemple de bonne pédagogie de mon maître. Dans notre classe, Rice, il y avait une jeune violoniste américaine qui joue très bien le violon. Mais elle a un problème psychologique. Chaque fois qu'elle va sur scène, elle s'arrête au milieu de morceaux. Obligatoire. Comme les patineuses qui tombent. Mais après, c'est bon. Donc, ça veut dire que pour elle, elle est convaincue que chaque fois qu'elle va sur scène, au moins, elle va s'arrêter une fois. Donc, elle perd toute confiance en elle. Voilà, elle est sûre que ça va échouer. Mais après, ça arrive, ça marche très bien. Quand ça s'est passé, elle joue très bien. Mais mon maître me dit, OK, dans ces cas-là, tu joues tout le temps. Donc, chaque fois, il y a une occasion de jouer sur scène, elle va. Chaque fois. Et chaque fois, elle s'arrête, bon, on passe. Et le jour où on voit que, en s'entend, ça arrive, elle va s'arrêter, elle n'a pas arrêté. Elle a fait quelques fausses notes, mais elle n'a pas arrêté. Et c'était vraiment une victoire. Parce que pour elle, après, c'est bon. Parce qu'elle a vu que c'est possible de jouer sans arrêt. Donc, je pense que parfois, les erreurs, ça sert à ça aussi. De dire que, OK, c'est pas bon, mais continue. Ça va être bien. Je pense que la bienveillance pédagogique vient de là pour que mon maître n'a pas eu honte de elle. Parce que souvent, les maîtres, ils montrent que les meilleurs élèves. Ils cachent les autres. Mais je pense que, justement, mon maître, qui a mis le pire, quelque part, pire, par le pire, ça veut dire qu'elle a un problème. Donc, lui, il n'a pas été embarrassé. C'est-à-dire que mon aile s'arrête chaque fois. Pour nous, c'est toujours. Et par ce mécanisme, il a réussi à lui redonner la confiance en soi, qui, je crois, est un mot absolument clé pour l'école. On a beaucoup de statistiques en France qui montrent que l'école a des problèmes à enseigner les mathématiques, par exemple, mais surtout l'école française, elle a un très gros problème de confiance en eux des élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui décrochent parce qu'ils perdent toute confiance dans leur capacité d'apprendre. Et ce que nous, scientifiques, on essaye de dire, c'est non, votre cerveau est parfaitement normal, vous pouvez apprendre, tout le monde peut apprendre. Exact. Mais il faut accepter cette progression lente que vous voyez en musique, un petit peu tous les jours. Et on peut parler d'un mot-clé aussi, donc on n'a pas mentionné, c'est celui du sommeil. Il est très important d'apprendre tous les jours un petit peu et d'espérer, et on verra que c'est vrai, que le lendemain, on joue un petit peu mieux. Est-ce que c'est ton expérience aussi ? C'est absolument vrai. C'est une tactique, moi j'ai toujours utilisée, parce que vu que j'étais obligée de jouer le violon, j'ai travaillé le minimum possible, toujours, jusqu'à un certain âge. Et moi, j'ai découvert que parfois, pour maîtriser un morceau, j'ai toujours un peu en retard. Les techniques, je parlais dans l'adolescence. Et parfois, au lieu de travailler 3 heures de plus jusqu'à 1 heure du matin,
je vais m'endormir. Et le lendemain, parfois, c'est miracle. Qu'est-ce qui n'a pas marché la veille? Ça commence à marcher. Et ça, c'est vraiment une expérience de vécu. Donc, quand j'ai vu ça dans l'apprendre, j'ai dit, mais c'est vrai. Il y a de Donc, vraies maintenant, je expériences comprends. là-dessus. Hein, C'est le cerveau qui travaillait. Oui. Ça veut dire, parfois, le il cerveau faut ne s'endort laisser... pas la nuit. Le cerveau travaille pendant la nuit et il rejoue ce qui a été fait la veille. Exactement. Et bien sûr, il Et ça, c'est s'améliore. vraiment testé pour moi. C'est parfois, et c'est bien parce que comme je ne veux pas travailler de toute façon, je dis je vais m'endormir, le lendemain, ça va marcher tout seul. Donc, évidemment, Enfin, il faut être clair, hein, il faut travailler. Oui, il faut travailler. Mais je veux dire, parfois, au lieu de travailler plus des heures, c'est bien de bien dormir le soir. Ça, moi, j'ai vécu ça aussi. Mais moi, je pense que c'est difficile aujourd'hui. Je vois, j'ai pas d'enfants moi-même, mais je observe les enfants autour. Donc, ils ont beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités déjà, mais aussi beaucoup de distractions aussi. Les réseaux sociaux, qui peut être quelque chose de bien pour apprendre des choses, mais aussi ça peut être quelque chose de très mauvais, comme le harcèlement. Donc je pense que les parents et aussi les enseignants, je pense que tout le monde, il faut avoir la confiance. Je pense que pour les parents aussi, c'est difficile, parce qu'il faut travailler, il faut le carrière aussi, et les enfants. Donc je pense qu'on vit dans un moment, dans la société, il passe beaucoup de choses. Et je pense que l'école, vraiment, pour aider non seulement les enfants, mais aussi les familles. Donc je pense que l'école de confiance, ça veut dire donner confiance à les professeurs, à les enfants, à les parents, à notre société. Et je pense que c'est la clé. Toute ma vie, je voulais aller à l'école. Et c'est jusqu'à 18 ans que je rentrais vraiment dans un système scolarité. Et grâce à la grande bienveillance de beaucoup de gens. Il faut qu'on parle, et on va peut-être terminer là-dessus, de ton maître, Sergio Luca, que tu décris dans le livre et qui a l'air d'être une personnalité extraordinaire. Et tu as ces mots que j'ai trouvés vraiment frappants. Les enseignants ont un pouvoir extraordinaire, celui de changer le destin d'un enfant. Ouais. C'est ton opinion. Il suffit d'un enseignant parfois pour transformer un zéro en héros. C'est ce qui t'est arrivé? Dans mon cas, c'est ça. À l'âge de 18 ans, j'étais déjà un jeune violoniste au niveau. Je veux dire que j'ai pour gagner ma vie déjà. Et aussi, il y avait des autres professeurs qui essayaient de m'inviter de la classe, devenu violoniste, peut-être concertiste, mais tout à fait professionnel. J'ai rencontré Maître Luca, j'avais 18 ans, et lui, il était différent. Donc, il a vu que j'ai souffre de certains problèmes, que les autres disent non, mais tu joues très bien, c'est très bien. C'est comme si tu sens que tu es malade, mais tous les médecins ont dit non, mais c'est très bien. Et finalement, il y a une personne qui dit je vois le problème, c'est pas très grave, je peux vous aider. Un diagnostic précis, honnête, bienveillant, et mais aussi, honnête. Il a parlé de musique, pas que le violon, la musique. C'est la première fois qu'on m'a parlé de la musique. Parce qu'il a dit jouer le violon, c'est pour quoi faire? C'est pour servir la musique. Donc c'est la première fois que quelqu'un me parlait de la musique, l'art de la musique. Je disais dans le livre que jusqu'à Maître Luca, j'étais peut-être un bon instrumentiste, mais j'ai devenu une artiste musicienne après avoir rencontré Maître Luca. Je crois que moi j'ai connu exactement la même chose pour les mathématiques. On peut faire des mathématiques mécaniques, et on ne voit pas très bien pourquoi, c'est pas très intéressant. Et puis il y a un moment où il y a un professeur qui vous montre la beauté des objets mathématiques, qui est peut-être un peu proche de la beauté musicale aussi. Peut-être. En tout cas, pour moi, ça a été aussi un déclic. Il y a des beaux objets mathématiques, et à ce moment-là, on a envie d'apprendre. Évidemment, ça change complètement la perspective sur l'envie d'apprendre. C'est ça, l'inspiration et aussi l'encouragement. Et donc, Maître Luca, moi j'ai dit, est-ce que je peux venir étudier avec vous? Parce que c'est comme dans les films d'art martial chinois, les petits orphelins ont trouvé le maître, ils se mis au genou. Bon, je ne suis pas mis au genou, mais c'était plus take me, you know, ou Tang, ou Shaolin. Et lui, il a dit, bien sûr, j'ai fait une place dans ma classe, mais moi j'ai ancienne que à l'Université de Rice. Mais à l'époque, je n'étais pas diplômée, j'ai rien. J'ai quitté l'école plus ou moins à 14 ans. Et comment entrer dans une grande école privée, université, qui est connue pour l'exigence académique, c'est là où je pense que c'est un miracle. Ça veut dire que Maître Luca a eu convaincu le président de l'Université de Rice. Je pense que vous connaissez Rice University. Bien sûr, c'est une des plus grandes universités américaines, au même titre que Harvard. Voilà, donc ils ont une grande exigence. Ça veut dire qu'il faut avoir le SAT, le test parfait pour entrer. Et ils m'ont donné une chance. Un enfant qui n'a pas l'argent, en plus. C'est une bourse complète, pension complète. Et me donner une chance d'entrer dans ces institutions qui, tous les autres, c'était vraiment des prodiges presque. Et c'est assez drôle au début, quand j'ai fait, parce que c'est pas que pour la musique, c'est une université. Donc au début, tous mes professeurs de d'autres classes se disent, mais
qu'est-ce que Et quand j'ai expliqué que je n'étais pas à lycée, ils étaient choqués. Ils ont dit, certains ont dit, mais vous êtes chinoise. Donc, c'est qu'il y a un stéréotype de dire que tous les élèves chinois ou d'origine asiatique sont bons à l'école. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Et alors, merci, hein, c'est vraiment passionnant et je sens qu'on pourrait parler des heures. J'aurais un dernier mot. En ce moment, il y a des enfants à l'école qui sont aussi pauvres que tu pouvais l'être à l'époque. Il y a peut-être des enfants qui sont harcelés ou qui sont battus par leur père, comme tu as pu l'être. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'ai envie de dire que croire en vous-même, parce que vous avez une source au fond de vous, de force, je veux dire, pour survivre, pour vivre. Et il ne faut jamais, laisser tomber vous-même. Il faut toujours avoir confiance à la vie, aux autres, parce que peut-être vous êtes entouré par des gens qui n'est pas gentil, qui est cruel même. Mais un jour, ça ira mieux. Il faut y croire. La vie a une façon, parfois, qui offre des miracles. Il ne faut jamais laisser tomber l'espoir. Et moi, je pense que tous les enfants qui subissent ou qui ont eu la même expérience que moi, je sais que c'est très difficile, c'est très douloureux, mais il faut avoir la confiance que vous êtes plus fort que tous ces mal autour. Vous allez arriver, parce que si moi j'ai réussi de grandir dans ces circonstances, vous aussi, et moi j'ai confiance à la République, à la France, pour aider ces enfants, même s'ils ne sont pas nés en France. Moi j'ai profondément de confiance à la valeur de République pour aider tous les enfants qui se trouvent sur le territoire. Merci Zhang Zhang, merci infiniment. On a vu le dragon émerger en moins de 3000 ans. Merci beaucoup pour ces remarques très pertinentes. Merci. Merci pour cette invitation, merci pour m'avoir écouté et merci pour présenter mon livre. On va t'écouter maintenant, justement, nous jouer un petit morceau. Oui, avec plaisir.